Merci à tous les quatre. Nous allons maintenant nous pencher à nouveau sur les défis, les grands défis de l'industrie de l'assurance maritime et transport mondial en compagnie de Lars Lange. Alors, Lars Lange est secrétaire général de l'IUMI, l'Union internationale de l'assurance maritime. Il va intervenir en anglais, donc ceux qui ont besoin, n'hésitez pas à utiliser le matériel qui vous est fourni. Hello Lars. Bonjour Lars, bienvenue sur scène. Vous êtes déjà équipé, vous avez aussi la zapette. Merci de venir dans la lumière. Très bien. J'ai la parole. Merci beaucoup, Cécile. Et bonjour à tous. Donc oui, comme Uwe, je ne peux pas m'exprimer en français. J'ai appris le français à l'école, mais si je devais vous parler en français, vous ne comprendriez rien du tout et vous seriez tous en train de rire et vous ne comprendriez rien de ce que je dirais. Donc je m'en tiendrai à l'anglais et toutes mes excuses par avance pour cela. Je ne peux pas vous dire à quel point c'est génial d'être ici devant un public si magnifique. Je suis vraiment ravi d'être ici et qu'on puisse être tous ensemble, en tout cas à ce moment. Mais je suis optimiste et je pense que l'on pourra se retrouver aussi à l'avenir. Comme certains le savent, l'IUMI a organisé ces manifestations en ligne ces dernières années, des conférences en ligne qui ont très bien marché. Elles ont très bien marché pour le transfert d'informations, mais les choses complètement immatérielles comme le réseautage et les échanges d'informations, tout cela n'est personne que dans les événements en présentiel. Donc c'est vraiment très bien que nous soyons revenus en salle et sur scène. Donc je pense que ces rendez-vous vont être géniaux. Donc pendant les 30 prochaines minutes, je vais parler des principaux enjeux, pour n'en citer que quelques-uns parce que je n'ai qu'une demi-heure. Ce que je n'ai pas inclus dans ma présentation, c'est le risque cyber, même si c'est un risque qui est tout en haut du programme pour nous. Mais du point de vue de l'IUMI, ça a été une table ronde très intéressante. J'ai adoré ce qui a été dit, mais pour nous, en tant que partie prenante internationale, avec une représentation internationale, ce sur quoi nous travaillons, c'est bien sûr au niveau de l'OMI. Nous avons été impliqués quand la résolution a été évoquée, qui oblige entre-temps à mettre en œuvre la cybersécurité dans le système de gestion de la sécurité et dans les audits ISM. Et donc, nous avons travaillé là-dessus. La perception globale est que l'OMI est un petit peu lente à dessein dans la réglementation du cyber parce que l'OMI sait qu'elle avance lentement avec 170 États de pavillon et donc on sait que la réglementation est tout à fait prend du temps à être développée et donc on préfère laisser le marché s'en occuper et faire confiance au marché pour trouver une solution et ensuite essayer de fournir un cadre comme avec cette résolution. Ce que nous faisons aussi, nous travaillons avec les organisations internationales d'armateurs. Vous avez peut-être entendu parler des directives BIMCO qui ont été développées par un certain nombre d'organisations. L'IUMI était l'un des principaux auteurs, mais ce sont ces lignes directrices IMCO pour les armateurs, pour la cybersécurité à bord. Donc, ce sont des lignes directrices pour la passerelle, pour le bateau. Didier en a parlé, je crois que c'était Didier. Ce sont des événements assez bizarres. Souvent, c'est du phishing, du spam, c'est difficile à éviter, mais on peut se l'épargner. Et puis ensuite, ce que l'on fait, c'est qu'on travaille avec les sociétés de classification de nomenclature, avec l'AIAX, l'Association internationale des sociétés de nomenclature, qui ont travaillé avec le secteur pour des obligations unifiées. Donc on travaille sur des cadres contraignants dont les sociétés de nomenclature sont membres, comme Bureau Veritas, et pour l'avenir, ça permettra de savoir qu'il n'y aura pas que des règles sur la stabilité des coques et des engins, mais aussi la stabilité de votre informatique à bord. Donc voilà ce que l'on peut permettre de faire en tant qu'organisation internationale à l'IUMI.
J'en ai déjà parlé, mais pour la France, il est important d'en dire quelques mots. Voilà le programme pour moi, seulement une demi-heure. Et donc, je vais passer seulement 30 secondes à vous parler de l'IUMI. Si vous ne connaissez pas qui nous sommes une organisation d'organisation, une organisation d'association. Nous sommes une organisation assez large. Nous avons 44 associations d'assurance nationale. Nous avons un membre en France, la FFA, la Fédération française de l'assurance. Et c'est ça qui rend l'IUMI si forte. Nous avons un réseau mondial d'experts qui contribuent à l'IUMI. Et donc, l'IUMI n'a pas... nous avons un petit siège à Hambourg, mais c'est surtout vous tous qui participez fortement à l'IUMI et à ces comités. Voilà notre atout. Et nous avons aussi des affiliés qui sont montrés ici. J'en ai déjà évoqué certains. Nous travaillons avec eux au quotidien. Nous avons des partenaires professionnels. Nous en avons 3 en France, KLB Expertise, CL Surveil et Mitris, avec qui nous travaillons et nous collaborons. Ce n'est pas de la pub, c'est une véritable collaboration. Là, je n'ai cité que les Français, mais nous avons aussi, si certains Belges sont ici, ce sont des IPP. Et puis, il y a aussi des comités techniques et à l'Organisation maritime internationale. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur 3 grands enjeux, comme le dit le titre, un petit peu pour parler de la guerre et des sanctions. Bon, ça c'est tout à fait opportun et cela nous occupe fortement actuellement. Ensuite, sur l'ESG et le développement durable, c'est important, même si ça n'est pas aussi tangible du point de vue de la sécurité. Et puis, la sécurité, ce qui va rejoindre ce qu'a déjà dit Uwe ce matin. Et puis, je vais parler aussi des perturbations de la chaîne d'approvisionnement. La guerre en Ukraine, les sanctions contre la Russie, où faut-il commencer avec ça? Ça, c'est tout à fait complet. Ce que l'on a fait à l'IUMI, ça va sans dire que nous avons une déclaration globale sur notre page d'accueil où nous avons dit que ce n'est pas une question de sinistre pour l'assurance. C'est un dilemme dans la région. Il y a encore plus de 80 vaisseaux qui sont piégés dans la région. Il y a beaucoup de personnes qui sont affectés, donc beaucoup de marins sont touchés. Et puis, nous avons dit que c'est une agression par la Russie, c'est une guerre purement et simplement. Ça n'est pas un conflit, c'est un acte agressif de la part de la Russie et c'est une guerre. Donc voilà, ça c'est sur notre page d'accueil. Nous essayons d'informer le mieux possible par différents moyens. Il y a eu un podcast au mois de mars déjà. Il y a eu un très bon webinaire qui a été sur notre page web. Frédéric Dugarex était participants, vous devriez le regarder. Et puis, il y a des articles dans l'UMI. C'est une cible mouvante, mais en tout cas, on essaye d'informer nos membres le plus possible. Mais pour nous, à l'UMI, c'est une question de lobbying. Et avec le lobbying, il y a toujours des explications à faire. La semaine dernière, il y a eu le G7 dans mon pays, et aussi aujourd'hui. Et il y aura encore des discussions sur les sanctions pétrolières et concrètement sur le lien entre les sanctions pétrolières et un prix, c'est ce qui a été proposé par les États-Unis la semaine dernière. Et avec l'UMI, il s'agit d'informer à l'avance nos parties prenantes. Donc on a fait des appels très approfondis avec la Commission en tant que grande partie prenante, où l'on a pu expliquer quelles en seraient les implications pour les sociétés d'assurance. Est-ce que l'on pourra surmonter cela en tant qu'assureur? Mon avis est que nous ne savons pas comment ça devrait fonctionner en pratique. Si disiez que vous pouviez assurer jusqu'à un certain prix et ensuite il est sous sanction, je n'ai même pas vraiment bien compris quel est le raisonnement sous-jacent, ou bien le contraire même. Mais comment affecter, par exemple, le prix au port de départ du voyage? Est-ce que ce serait aussi à un certain moment ou bien à la livraison de la cargaison? Donc là, c'est assez délicat. Ma recommandation est de faire preuve de beaucoup de prudence avec ça. Ça ne fonctionnerait pas nécessairement.
Et ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup expliqué en toile de fond, expliqué ce qu'il était possible pour les assureurs, ce qu'ils ne devraient pas faire. C'est très facile à dire. Donc là, on a répété, non seulement eu égard à l'Ukraine, mais aussi par rapport à l'Iran. Il faut que ce soit lisible, il faut que ce soit un format que l'on puisse respecter et qui nous permette d'adapter notre activité aussi, comme on le sait pour l'Ukraine. Et c'est une vieille réglementation de 2014 pour l'UE, mais il y a eu 6 paquets depuis février qui imposent des sanctions. Et ça n'est pas facile au niveau des entreprises. Et bon, c'est quasi impossible de respecter tout ça. Ça, c'est quelque chose où on échange beaucoup avec les autorités de réglementation pour essayer d'éviter le pire, pour ainsi dire. C'est un processus très politique. Ils nous écoutent, mais en fin de compte, ils essayent de respecter des objectifs. En tout cas, on essaye de pousser nos réalités le plus possible. Et bien sûr, dans la mesure du possible, on essaye de respecter le plus possible les sanctions, mais il faut que ce soit réalisable aussi. Je ne vais pas parler de l'assurance guerre ici parce que je n'ai pas beaucoup de temps, mais c'est un sujet très important pour nous. Ça pourrait aussi être une opportunité pour l'avenir parce que à mesure que ça revient vraiment sous le feu des projecteurs, il faut voir ce que l'on peut fournir en tant qu'assurance guerre et ce que cela signifie pour vos entreprises. Quelques mots sur l'environnement, le développement durable et la gouvernance et le développement durable. On a commencé avec un questionnaire sur nos membres en 2019. On ne savait pas trop si nos membres s'attendaient à ce que l'on approfondisse ce sujet. Et 80% ont dit oui, bien sûr, on travaille là-dessus. On essaye d'orienter cela de façon transparente pour l'avenir et puis on fait un certain nombre de choses. C'est crucial. On a dit que c'était encore, pour certaines régions, il s'agissait surtout de sensibiliser. Pourquoi est-ce que l'ESG est un sujet qui nous concerne? On essayait vraiment aussi de mettre tout le monde sur un pied d'égalité pour s'assurer qu'on ait la même compréhension de ce facteur et que c'est quelque chose qu'il fallait que l'on incorpore dans notre activité pour l'avenir. Et en même temps, on a dit que ce qu'il fallait éviter le plus possible de formuler des recommandations, de dire il faut. Il ne s'agit pas de simplement faire le bien, c'est crucial pour notre activité, c'est inévitable à bien des égards. Et il faut essayer de monter dans le train le plus tôt possible. Là, ce sont des impacts tout à fait concrets sur notre activité. Le changement climatique est déjà un fait et l'on a déjà des sinistres, donc la hausse du niveau des mers. On a aussi des tendances complètement différentes. Si vous regardez les événements météorologiques, 8 à 9 étaient ces dernières années, donc les phénomènes nous touchent déjà et donc il faut qu'on comprenne bien la situation. Deuxièmement, le changement des actifs. On a déjà parlé de la décarbonation du transport maritime. Ça a des répercussions sur la sécurité aussi et sur notre activité. Si vous prenez l'offshore amont normal que l'on assure, eh bien, il y a le transfert vers les renouvelables et c'est une opportunité pour notre activité. Et puis, le développement durable des clients et des secteurs, ça, c'est un peu plus sociétal. C'est lié à vos parties prenantes, à vos actionnaires, à la prochaine génération de salariés aussi, et aussi la génération actuelle d'ailleurs. Qu'est-ce que l'on est prêt à assurer en tant qu'entreprise? Est-ce qu'on reste dans le charbon, dans le nucléaire, le tabac, l'alcool? C'est une décision d'entreprise, bien sûr, mais quoi qu'il en soit, que ça vous plaise ou pas, c'est un dialogue qui existe dans votre société et il faudrait que vous vous forgiez une opinion. Qu'est-ce que nous faisons? Alors, comme je l'ai déjà dit, nous faisons de la sensibilisation, du réseautage. Il y a quelques entités avec lesquelles on travaille à l'UMI. Je vais revenir sur deux très rapidement. Et j'ai parlé aussi du lobbying que nous faisons. Là, nous voyons que ça a un intérêt pour notre activité. Les carburants alternatifs, les voies dans l'Arctique,
la pêche illégale et différentes choses, aussi les plastiques en mer. Et là, ce dont je souhaitais parler, c'est quelque chose de très concret que nous faisons. Il y a plus de 230 entreprises qui se sont engagées à respecter les principes de l'assurance durable du PNUE. Et c'est quelque chose que nous soutenons très fort à l'UMI, nous en faisons la promotion. Ça, c'est un engagement volontaire qui a été conçu par le programme des Nations Unies pour l'environnement, les initiatives financières. Ça a l'air inoffensif comme ça, mais c'est une énorme organisation. Ils ont développé des principes de l'assurance durable. Ce sont 4 principes que vous pouvez voir sur la diapo. En tant que société, vous vous engagez à fonder votre entreprise sur cela, à développer cela avec vos clients et développer des solutions. Donc si vous ne connaissez pas, vous pourrez voir ça chez vous. Il y a une très bonne page web et c'est quelque chose que vous pourrez regarder. Et puis, je ne vais pas entrer dans les détails, c'est très nouveau. Elise Larsson va faire une présentation et j'ai hâte de l'entendre. C'est les principes de Poséidon pour l'assurance maritime. L'UMI soutient ces principes et c'est un projet tout à fait concret où tout d'abord vous pouvez évaluer l'empreinte carbone de votre portefeuille et prendre des décisions business, ou en tout cas évaluer l'empreinte carbone de votre portefeuille par rapport à certaines trajectoires de réchauffement. On aura une présentation cet après-midi, mais c'est une très bonne occasion de rendre les choses tout à fait concrètes et aussi en tant qu'entreprise de prendre des engagements dans votre portefeuille d'émissions de votre activité core. Donc très rapidement, comme je n'ai pas beaucoup de temps, la sécurité dans le transport maritime. Cette diapo cadre bien avec ce qu'a dit Uwe Schied. Notre comité de prévention des sinistres présidé par Uwe, nous avons développé des choses sur les incendies de porte-conteneurs. C'est bien de le savoir, mais bien sûr, ensuite, il faut mettre en œuvre ces principes. Et comme l'a dit Uwe, nous avons des initiatives là-dessus à l'Organisation maritime internationale. Et l'an dernier, pendant la pandémie, ça a été reconnu comme un nouveau projet. C'est à l'ordre du jour de l'OMI. Il y a un plan de travail en cours. Il y a des comités, des grands groupes d'experts qui y travaillent. Mais comme je l'ai dit, l'OMI est un navire assez difficile à manœuvrer, et à juste titre, parce que tous les nouveaux bâtiments doivent respecter les réglementations, mais en 2028, quand ce processus s'arrêtera, généralement on dit qu'il faut 8 ans pour mettre en œuvre quelque chose au niveau de l'OMI. Donc le 1er janvier 2028, c'est la date de mise en œuvre convenue. Et là, nous aurons des amendements concrets à l'accord SOLAS qui seront contraignants pour tous les nouveaux porte-conteneurs construits, pour les meilleures détections des incendies, meilleure séparation des incendies, meilleurs moyens pompiers à bord et dans les soutes, et aussi de meilleurs moyens permettant à l'équipage de lutter contre le feu. Comme l'a dit Uwe ce matin, c'est un succès pour nous. Nous sommes une ONG, mais nous ne pouvons pas décider d'adopter de nouveaux projets. Ce ne sont que les États de pavillon qui peuvent le décider. C'est un projet co-développé par l'Allemagne et les Bahamas, mais c'est un grand succès pour nous. Et puis, dans la sécurité maritime, il y a les conteneurs perdus en mer. Ça, c'est un peu plus difficile à régler parce qu'il y a tellement de causes fondamentales pour cela. Dans le deuxième point, j'ai parlé de l'excellent document de travail qui a été prévu par notre comité prévention. Ça, c'est un plan de travail que nous approchons étape par étape, mais ce que nous faisons à l'OMI, nous voulons un nouveau travail sur la traçabilité des conteneurs perdus. Nous sommes très impliqués, mais par exemple, nous sommes en étroite collaboration avec les sociétés de nomenclature pour avoir une approbation des systèmes d'arrimage.
Ce qui est crucial, il y a une concurrence pour améliorer le matériel d'arrimage au sein des sociétés de nomenclature et nous aimerions que ce soit harmonisé avec une interprétation unifiée en matière de règles. Je sais que le temps file. Je vais faire le plus vite possible. Merci. Nous contribuons aussi à un projet qui s'appelle Top Tier, qui travaille sur le poids des conteneurs. Il y a déjà des réglementations mises en place et ça, c'est difficile de mettre en œuvre ceci en pratique. Et puis quelques autres problèmes de sécurité sur lesquels nous travaillons. La branche récupération et arbitrage de la Lloyds qui va fermer. Nous essayons d'éviter cela. Le transport autonome, il y a des règles en développement. Nous faisons partie du groupe de l'OMI qui va changer la donne. Des lieux refuges, là, les directives, aussi l'aspect NIMBY, les difficultés pour les vaisseaux en détresse d'obtenir un port où pouvoir aller se réfugier et les règles aussi sur les limites de responsabilité et les assureurs qui ne sont pas investment grade. Donc là, si nos travaux de lobbying vous intéressent, c'est notre programme de politique qui est actualisé très régulièrement sur notre page web. Vous avez un aperçu parfait de ce que nous faisons. Nous décidons au niveau du conseil exécutif des nouveaux sujets de notre programme de politique. Quelle est la position de l'UMI sur tel ou tel sujet? Quelles sont les étapes suivantes? C'est très important en tant qu'organisation de lobbying. Nous sommes tout à fait transparents. Nous invitons l'OMI ou la Commission européenne ou d'autres armateurs à se pencher sur cela. Et là, sur la perturbation de la chaîne d'approvisionnement, ça ne vous surprendra pas, mais c'est un constat que nous avons fait avec nos membres, dont on parle beaucoup actuellement. Quelle est la solution pour ces perturbations? Il y a un certain nombre de problèmes à régler. Les goulets d'étranglement, la production juste à temps, est-ce que c'est encore nécessaire? Et quid des volumes d'échange, l'augmentation de la taille des bâtiments? J'aurais dû ajouter le cyber là-dessus. C'est une autre perturbation potentielle de la chaîne d'approvisionnement. L'embouteillage des ports, le manque de matériel, manque de personnel. Et puis aussi du fait de la pandémie, l'accumulation des risques, et puis les effets du changement climatique. Ça, il faut une intelligence de groupe pour cela. On ne peut pas résoudre cela tout seul. Il faut régler cela avec nos partenaires et trouver des solutions raisonnables, en tout cas pour atténuer ceci. Il faut mettre en œuvre des plans pour régler la situation le plus rapidement possible. Ça, c'est ma boîte à outils habituelle. Vous pouvez aller sur le site de l'UMI. Si vous ne l'avez pas déjà fait, si vous n'êtes pas en contact avec l'UMI au quotidien, les statistiques annuelles, si vous les connaissez, elles sont publiées en septembre pour l'automne avec la conférence de Chicago. Ça, vous avez des milliers de pages d'informations. Et puis, il y a aussi les statistiques du printemps avec des données macroéconomiques seulement disponibles en ligne avec nos partenaires Clarkson Research, IHS et d'autres. Ça, c'est très, très intéressant. Là, c'est pour vous, pour votre direction. Vous pouvez transmettre cela à votre CA. Sur 35 pages, vous avez un très bon aperçu de l'état du marché. Et puis, ça, c'est un projet auquel on participe, qui a été publié pour la première fois il y a 3 ans. Mais ça, c'est notre base de données des grands sinistres où nous recueillons des informations sur les demandes d'indemnisation corps et facultés de plus de 250 000 $ et nous avons des données au niveau international. Nous avons déjà plus de 9 000 sinistres disponibles avec plus de 25 pays qui participent, la France en particulier, merci beaucoup. Et c'est quelque chose que nous allons améliorer au fil de l'eau qui nous permet d'en apprendre plus sur les tendances en matière de sinistres. Qu'est-ce qu'il se passe, où, quand, pour quelles raisons, avec quelles répercussions. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez utiliser dans votre souscription au quotidien.
L'éducation, des programmes pédagogiques avec des webinaires. On a aussi des tutoriels qui sont super, je dois dire, pour la prochaine génération. Nous coopérons avec l'Université maritime mondiale. Il y a un programme d'études, un programme de 3e cycle et puis des groupes d'études. Et on travaille aussi sur des cours en présentiel à partir de septembre à Chicago. Et puis on va commencer aussi au printemps de l'an prochain de façon simultanée. Il y aura probablement, on sera à Londres au printemps, mais on va aussi annoncer une manifestation en Asie, Hong Kong, Singapour ou Shanghai. On n'a pas encore décidé. Et ça, c'est génial, non seulement pour développer vos connaissances, mais aussi pour le réseautage au tout début de votre carrière. Donc, il y a le numéro du mois de juin qui est actuellement disponible. Vous n'êtes pas dans vos bureaux, mais n'oubliez pas de le consulter. Et puis, il y a plein d'autres choses. Il y a des podcasts, il y a des blogs, il y a les réseaux sociaux. Vous pouvez communiquer avec nous au quotidien. Et enfin, nous serons de retour au mois de septembre. Notre conférence annuelle, ce sera uniquement en présentiel, pas du tout hybride. Et les dates sont les 18 à 21 septembre à Chicago. Cette année, nous allons retourner aux États-Unis. Et ce congrès s'appelle YOUME 2022 et le site web c'est youmi22.com. Merci beaucoup. J'espère qu'on aura le temps de prendre une ou deux questions. Oui, on a quelques instants. J'étais un petit peu inquiète tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des questions parmi le public? Est-ce que vous avez des questions à poser à Lars Langer? Vous avez quelques minutes. Is inflation that we... Donc l'inflation est de retour. Est-ce un problème pour l'assurance maritime? Oui, c'est un problème. On verra quel sera l'impact, mais je pense qu'il va y avoir un impact sur nos activités commerciales. On ne pourra pas compenser l'inflation par rapport à une hausse des primes dans l'immédiat. Il y aura donc une diminution dans la qualité des primes. On subit déjà l'impact de l'inflation. Quand vous réparez un bâtiment, par exemple, les coûts augmentent. Et ça, forcément, ça va avoir un impact négatif sur la qualité des primes, la qualité de la chose assurée. Et puis après, l'impact sera visible au niveau des comportements. Et comportements côté commercial et côté assurance. Il va falloir suivre la situation de près. Il n'y a pas encore de solution. Mais comme pour tous les autres secteurs, il ne faut pas sous-estimer l'impact de l'inflation sur nos activités. Donc, il faut faire attention. Dernière proposition de questions avant la pause déjeuner. Vous êtes... Bon, Lars, merci beaucoup. Thank you very much. Merci infiniment.